Voilà, bonjour à tous. On en est sur notre deuxième séance de cours. Donc, comme vous le savez, je ne suis pas au cours aujourd'hui pour des raisons médicales. Donc, j'ai proposé de vous enregistrer la séance donc, de ce mercredi après-midi, qui va nous permettre d'aller voir un tout petit peu plus loin dans le développement des équations qui gouvernent le comportement non linéaire des structures. Alors, je repassais rapidement à travers les différents points qui sont les points d'attention nécessaires pour la compréhension de la suite. D'accord, donc je vais résumer rapidement ce qu'on a fait ensemble la semaine dernière, en revenant sur les points les plus importants. Donc vous avez bien compris la différence entre petit déplacement, grand déplacement, petite déformation, grande déformation. C'était important. Au niveau de la cinématique, donc il faut être bien conscient que l'objectif donc d'une méthode d'analyse des structures par la méthode des éléments finis va se baser sur une approche qui est une approche cinématique. Donc on va viser d'abord à déterminer le champ de déformation, et si on est capable de déterminer U, la déformation de chacun des points qui constituent la structure à analyser, donc ceci est supposé représenter la structure dans sa configuration initiale, la structure à analyser, mais si on est capable de déterminer les déplacements U de chacun des points de la structure qui nous intéresse, eh bien c'est gagné. Et donc l'objectif de la méthode des éléments finis va être de faire quoi? De déterminer chacun de ces déplacements. Donc on va paramétrer la structure avec certains paramètres qui vont représenter les déplacements de chacun des points de la structure. Et puis connaissant donc ces déplacements, on va pouvoir calculer des déformations. Connaissant les déformations, rendre les lois constitutives pour déterminer les contraintes. Connaissant les contraintes, on va pouvoir les intégrer sur l'entièreté de la structure et s'assurer qu'elles soient en équilibre avec les sollicitations extérieures. J'en profite pour rappeler que les majuscules sont utilisées pour représenter la structure initiale, gamma 0, et les minuscules sont utilisées pour représenter la configuration déformée, gamma i, ou gamma n, dans les notations qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, on a utilisé la déformation du tenseur de Green, qui est le tenseur des déformations, donc le E qui se trouve ici, est une notation qui généralise la déformation d'ingénieur epsilon. Elle la généralise dans le cas de déformations qui éventuellement sont grandes, et donc on voit que le comportement, a priori, peut être non linéaire, parce qu'il y a des termes supplémentaires qui proviennent de cette définition du tenseur de Green. Et d'où vient la définition du tenseur de Green? On l'a discuté pas mal la semaine dernière. Elle vient d'une différence des carrés de longueur entre la longueur initiale et la longueur déformée d'un petit élément. Voilà. On avait montré que l'utilisation du tenseur de Green était cohérent avec ce qu'on entend par déformation, dans le sens où si on imagine un champ de déplacement U et V qui correspond à un mouvement de corps rigide d'un élément qui aurait une certaine longueur initialement, et puis chacun des points sont simplement mappés vers une configuration qui est une configuration déformée, mais déformée au sens où la configuration initiale n'est plus la même que la configuration courante. Mais ceci dit, il n'y a pas de déformation interne, on a un mouvement de corps rigide. Eh bien, si on fait ça, en fait, effectivement, on se rend compte que la déformation au sens de Green est bel et bien égale à 0. On a démontré aussi donc qu'elle correspondait bien à la déformation d'ingénieur. On a introduit la déformation de von Karman, qui est similaire, mais qui fait l'hypothèse que la déformation est petite. Et donc parmi tous les termes de la déformée, il y en a un qui va tomber dans la déformation de von Karman. C'est ce terme-là. Et en fait, on se rend compte que si on fait tomber ce terme-là dans un mouvement de corps rigide, on n'a plus nécessairement une déformation qui est nulle. D'accord, donc il y a une petite inconsistance ou incohérence dans l'utilisation des termes de von Karman, qui sont tels que quand on utilise des grandes rotations, donc c'est-à-dire si θ n'est pas petit ici, la rotation de corps rigide, quand on a des grandes rotations,
on a le sentiment de mesurer des contraintes, et donc on aura le sentiment de mesurer des déformations, donc on aura le sentiment de mesurer des contraintes. En résumé, donc cette DI est relativement importante. On a la formulation la plus générale qui est la formulation du tenseur de Green. Ça en limite parce qu'on garde toutes les composantes non linéaires. On a le tenseur de von Karman, et puis après on a encore un autre tenseur qu'on n'a pas tellement discuté parce qu'il reviendrait à faire une analyse linéaire de la structure. Et donc on a une analyse linéaire ou bien linéarisée. Je vous ai parlé ensuite la semaine dernière de la paramétrisation à l'aide des coordonnées corrotationnelles. Quand on utilise les coordonnées corrotationnelles, qu'est-ce qu'on fait? On n'utilise plus le déplacement grand U comme déplacement pour paramétrer les résultats. On va simplement dire que les déplacements de chacun des points s'expriment à partir d'un déplacement de corrigide, UC, qui est le déplacement qui va nous permettre d'amener un des points de l'objet qui nous intéresse, de la structure qui nous intéresse, vers un autre point. Alors, quand je parle de structure, en fait, ce mouvement de corrigide n'est pas nécessairement unique pour l'entièreté de la structure, mais il peut être réalisé élément par élément, et c'est ce qu'on fait dans la méthode des éléments finis. C'est que ce mouvement de corrigide et cette nouvelle alignement de la structure qui permet de prendre en compte donc, sur un mouvement de corrigide à la fois un grand déplacement et une grande rotation, donc peuvent être éventuellement différents d'un élément à l'autre. Et quand donc on a pris en compte cette grande rotation et ce grand déplacement, eh bien en fait on se retrouve avec des déplacements pour représenter donc la configuration déformée de la structure, U chapeau, qui sont évidemment bien plus petits que les déplacements qu'on aurait eu si on avait simplement repéré les déplacements par rapport à la configuration initiale. Ok, donc ça c'est l'avantage d'une méthode qui est une méthode avec des coordonnées corrotationnelles. Et l'avantage c'est quoi? C'est qu'on travaille dans tous les cas avec des petits déplacements. Et donc on a des formulations qui potentiellement peuvent être simplifiées au niveau de chacun des éléments. Voilà. Alors quand on avait terminé avec ceci, on a discuté des contraintes. Et on a simplement regardé la manière dont les contraintes pouvaient être calculées. On a commencé par parler des contraintes vraies, des contraintes d'Euler ou aussi contraintes dites de Cauchy, qui sont simplement des contraintes divisées par la section qui correspond à la section déformée. Okay, donc si on prend une traction de surface df et qu'on la divise par dA, dA étant la surface d'une petite facette dans la configuration déformée, eh bien on récupère une contrainte qui est une contrainte au sens vrai. Ces contraintes sont exprimées dans les deux directions dA1, dA2, qui sont parallèles aux directions x1 et x2, c'est-à-dire les configurations fixes ou bien celles qu'on a utilisées pour représenter la configuration initiale gamma 0. Alors on a d'autres possibilités, on pourrait transformer ces contraintes et les exprimer non plus par unité d petit a, mais plutôt par unité d grand A. Et si on les exprime par unité d grand A, mais qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc que les tractions de surface sont équilibrées par des contraintes par unité de surface initiale et éventuellement orientées dans des directions G1 et G2, qui sont les directions de la configuration déformée. Ok, les deux sont tout à fait équivalentes, donc vous voyez qu'on peut passer des contraintes vraies sigma aux nouvelles contraintes qu'on va appeler les contraintes de Piola-Kirchhoff. Dans cette formulation, c'est juste une question de référentiel par rapport auquel on utilise les contraintes. Alors la raison pour laquelle on a introduit ces deux types de contraintes va apparaître claire un peu plus tard dans la leçon. C'est simplement parce que soit on va se ramener dans l'écriture du principe des travaux virtuels à écrire les équations d'équilibre sur la configuration initiale ou sur la configuration déformée. Selon qu'on utilise l'un ou l'autre, on va utiliser les contraintes vraies ou les contraintes de Piola-Kirchhoff. Ok, vous voyez que dans un cas comme dans l'autre, en fait, on a l'expression des surfaces de référence et puis des axes de référence utilisés pour exprimer les contraintes qui sont simplement interverties. On peut parler aussi des contraintes de Piola-Kirchhoff en contraintes corrotationnelles, simplement que les surfaces de référence utilisées sont a priori les mêmes, mais elles sont tournées par rapport à la configuration initiale. Ok. Ensuite, on a parlé la semaine dernière du principe des travaux virtuels. Le principe des travaux virtuels, il est donné par ces équations.
Et il nous dit que pour traduire l'équilibre d'un corps, si on impose à ce corps une variation de déplacement delta U, qui sont des déplacements virtuels, cinématiquement admissibles. Donc en fait, on parle d'une petite perturbation, une perturbation infinitésimale de la configuration d'équilibre. On change la configuration d'équilibre de la structure UI et on la remplace par UI plus cette petite variation. Et qu'est-ce qu'on exprime? Qu'est-ce que le principe des travaux virtuels exprime? Il exprime en réalité que la dérivée de l'énergie potentielle totale par rapport à cette petite variation, elle est égale à 0. Quelle que soit la variation, delta UI, quelle que soit la variation delta UI, fatalement non nulle, et qui satisfait les conditions limites, et la continuité de la matière. Ok, ce sont les deux conditions nécessaires pour pouvoir utiliser le principe des travaux virtuels. Et donc si à ce champ de déplacement, on associe les déformations, delta epsilon, qui sont calculées à partir des relations qu'on vient de voir, qui relient déformation et déplacement, et bien en fait on se rend compte que le travail virtuel, c'est pas un vrai travail, mais c'est un travail virtuel, des contraintes vraies dans la structure, sigma, par ces déformations delta epsilon, est égal, donc c'est un travail de déformation interne, d'habitude, pour ceux qui ont suivi mes cours précédents, j'appelle ça delta U, avec un U rond, pour indiquer que c'est une énergie potentielle de déformation, est égal au membre de droite, un delta W, le travail virtuel des forces extérieures, où on fait travailler les forces appliquées, les forces de volume F et les forces de surface T, dans le champ virtuel qui a été choisi, delta U. Ok, et donc l'écriture de cette équation-là est une condition, donc pour un champ virtuel delta U choisi, est une condition nécessaire pour pouvoir avoir l'équilibre de la structure. Si on répète cette équation d'équilibre, quelle que soit la valeur de U, alors on a des conditions qui sont nécessaires et suffisantes pour traduire l'équilibre de la structure. Alors, bon, ce qu'on a démontré ici sur cette page, c'est simplement le fait que le principe des travaux virtuels permet d'écrire les équations d'équilibre, d'accord? Donc le fait d'écrire que delta H égale 0, ok, donc c'est-à-dire la variation de l'énergie potentielle totale, c'est une version intégrale des équations d'équilibre. Ok, on peut peut-être repasser ça en détail. Donc, je reviens maintenant sur le concept. Connaissant ce champ de déformation virtuelle delta U, on est capable de déterminer les déformations. Ok, donc ici on va avoir le champ de déformation virtuelle. Champ de défaut virtuel. Alors ce champ de déformation virtuelle, on va le multiplier par sigma pour déterminer le premier terme. Ici, calculer ce premier terme. Donc si on remplace simplement delta epsilon par son expression dans la ligne juste au-dessus, on a 1 demi sigma ij fois les dérivés selon j et selon i des champs de déplacement ui et uj. On peut simplement développer. Si on développe, on a ces deux termes-là. Dans le deuxième terme, qu'est-ce qu'on a fait? On a interverti les deux indices i et j. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, ce sont des indices muets, donc on a le droit de les intervertir. Je vous rappelle que ici, si je développe cette expression-là, sigma ij dérivé par rapport à i des delta uj, en réalité, c'est rien d'autre que la somme sur i et j pour i égale 1 jusqu'à 3 i égale 1 jusqu'à 3 des sigma ij di delta uj.
D'accord? Donc c'est comme ça qu'on doit interpréter ce symbole-là. On a une sommation qu'on appelle les indices muets et une sommation qui est une sommation implicite. Et donc fatalement, ça bien sûr, c'est exactement la même chose que ce qu'on aurait obtenu si j'avais décidé d'intervertir ces indices, qui sont des indices de sommation. Donc on va avoir JI au lieu de I, là on va avoir J et là on va avoir I. Ok, et donc c'est ce qu'on écrit dans l'expression suivante ici. Alors le tenseur des contraintes, il est symétrique, bien sûr. Donc si le tenseur des contraintes est symétrique, sigma ij est égal à sigma ji. Et donc on se rend compte que cette somme de deux termes, en fait, est composée de deux termes qui sont exactement les mêmes. Puisque sigma ij est égal à sigma ji et que ceci est exactement la même chose que ça. Donc on peut regrouper les deux termes ensemble. Donc plutôt que d'avoir un demi fois l'un plus l'autre, ben, on a tout simplement ces deux termes-là. Alors si on fait maintenant une intégration par partie, qu'est-ce qu'on va voir? Au lieu d'avoir des dérivés sur U, on va reporter les dérivés plutôt sur sigma. Et donc on a la primitive donc, du produit et le terme dans lequel on a reporté les dérivés sur le sigma au lieu du U. Ensuite, on peut utiliser le théorème de la divergence. Le théorème de la divergence vous dit que l'intégrale donc sur un volume de la dérivée de la fonction est égale à l'intégrale de la normale à la surface extérieure du volume multipliée par le champ dérivé. Ok, et donc on obtient ceci pour le premier terme. Ok, donc tout ceci pour dire quoi? Tout ceci pour dire que, en fait, l'expression qui est en jaune là-bas est la même que l'expression qui est en jaune ici. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a que l'intégrale du sigma d epsilon dv, okay, qui se trouve ici au-dessus, elle peut s'exprimer comme une somme de deux autres intégrales, une par rapport à v et une sur le volume et une sur la surface extérieure par rapport à a. Et donc, ça c'est une intégrale dAt évidemment aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, si on groupe tous les termes ensemble, on va remettre ensemble les deux intégrales sur le volume. On retrouve bien le f du qui était là avant. Et on retrouve maintenant la dérivée des contraintes, le d sigma, ici qui est là, fois du qu'on vient ajouter. On fait la même chose pour le terme en surface. Et pour les termes en surface, on obtient l'autre. Et donc, en fait, là, on a une autre équation, qui est une équation qui traduit aussi le principe des travaux virtuels, et qui est une équation qui nécessairement doit être vérifiée si le corps est en équilibre. Alors, on a une condition qui est nécessaire et suffisante. Si on dit que cette équation-là est vérifiée, évidemment, c'est égal 0 maintenant, hein. On dit que cette équation-là est vérifiée, quel que soit le delta U qu'on va choisir et qui est donc cinématiquement admissible. Il satisfait les conditions limites et la continuité du matériau. Et alors, comment est-ce qu'on fait, en fait, quand on a cette intégrale qui est égale à 0? Ben, si on dit qu'elle est valable, quel que soit delta U qu'on place à cet endroit-là, eh bien, en réalité, la seule possibilité pour que ce soit vrai, quel que soit delta U, eh bien, c'est que ce qui vient ici devant et ce qui vient ici devant soient deux entités qui soient strictement nulles. D'accord? Donc, on obtient les équations d'équilibre en écrivant le principe des travaux virtuels, delta, le principe des travaux virtuels qui est encadré ici au-dessus, et en spécifiant qu'il est valable, quelle que soit la valeur de delta U. Voilà. En faisant ça, on obtient les équations d'équilibre, qui sont des équations d'équilibre valables en n'importe quel point du corps qu'on est en train de regarder. Et voilà, et ces équations d'équilibre, bien sûr, on les reconnaît, hein. On voit que la dérivée des contraintes équilibre les forces de volume, et les contraintes aux extrémités équilibrent les tractions de surface, d'accord? Donc ça, ce sont bel et bien les équations d'équilibre qu'on connaît de la mécanique du solide déformable. Alors, donc voilà, pour arriver à ça, qu'est-ce qu'on a utilisé? Il est important d'avoir utilisé dans le calcul de sigma, qui apparaît ici, les contraintes vraies. Les contraintes vraies, c'est-à-dire les contraintes qui sont obtenues à partir de déformations vraies, qui elles sont obtenues à partir du champ de déplacement réel. D'accord? Donc le mot ici est excessivement important. On parle du champ de déplacement réel, UR. Champ de déplacement réel qui est associé aux sollicitations F et T. Okay, aux forces de volume et aux forces de surface.
Ok, alors ce qu'on nous dit ensuite, c'est que le delta U est arbitraire, donc on peut le choisir. Ok, il est arbitraire, mais attention, il faut nécessairement respecter les conditions limites et la continuité du matériau. Continuité du matériau. Au singulier. Ok, et UR, c'est l'inconnu du problème, donc c'est ce qu'on voudrait déterminer à terme. Alors, juste autre chose, si au lieu d'utiliser UR, et c'est pour ça que j'ai insisté dessus il y a une seconde, si au lieu d'utiliser UR, on utilise une version approchée, U1, pour calculer les contraintes, d'accord, les contraintes qui sont ici. Donc les contraintes, on les calcule à partir d'un champ qui est un champ déformé, approché. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? En fait, on n'a pas la possibilité de satisfaire les équations d'équilibre en chacun des points du corps. On les satisfait de manière moyennée, globalement, sur l'entièreté de la structure. Et donc, on n'aura pas, par exemple, cette équation d'équilibre vérifiée partout. Et donc, on aura un petit résidu, mais qui est d'autant plus petit que l'approximation qu'on a faite est bonne. Ok, donc ça c'est juste bon à savoir, c'est un peu compliqué peut-être de le comprendre maintenant tout de suite. Enfin, il faut se dire, je peux juste anticiper en disant que en fait, le champ de déformation de la structure, U, qu'on ne connaît pas encore, donc qui doit s'exprimer évidemment en fonction de X, Y et Z, les coordonnées de chacun des points de la structure, on va le paramétrer sous une forme paramétrée avec des paramètres P. Pourquoi? Parce qu'il peut prendre des formes qui sont des formes tout à fait compliquées ou tout à fait farfelues, même qui sont ce qu'on appelle intractables sur le plan analytique. Donc c'est-à-dire qu'on n'en connaît pas spécialement non plus l'expression analytique. Et donc dans l'idée et dans le concept des éléments finis, qu'est-ce qu'on fait? On découpe la structure en petits éléments et on fait l'hypothèse que sur chacun des éléments, le champ de déplacement prend une forme qui est une forme relativement simple, comme des compositions des compositions de déplacement qui évoluent selon des formes cubiques, pardon, des coordonnées x, y et z. D'accord, donc on va avoir besoin dans un instant de formuler des hypothèses sur le champ déformé. Alors, qu'est-ce que tout ceci nous dit? Il exprime le principe des travaux virtuels, au lieu de l'exprimer dans la configuration courante, qui est la version de base, qui est celle qu'on a utilisée juste ici avant, dans gamma 0, avec les contraintes vraies, dans gamma i, avec les contraintes vraies et les contraintes vraies, et déformations, vraies. Eh bien, ce qu'on voudrait faire, c'est voir s'il n'y a pas moyen de trouver le même type de développement ou le même type d'expression, mais dans gamma 0, avec les contraintes de Piola-Kirchhoff. Contraintes de Piola-Kirchhoff. Et les déformations de Green. Voilà. Alors, bon, ouais, ici c'est un peu plus technique. Hein. On voit que les contraintes vraies, on va les remplacer par les contraintes de Piola-Kirchhoff. La différence ou le passage entre les deux est lié au changement de coordonnées, donc de petit x à grand x, et est lié au champ de déplacement fatalement U. Je vous rappelle que le J qui est là devant, c'est le jacobien. Et alors, on a la même chose pour les contraintes, delta epsilon, où je voudrais faire apparaître pour le delta epsilon, je vais faire apparaître les champs de déformation, delta U et delta U.
de manière à faire apparaître le changement de variable et avoir des dérivés par rapport au grand X pour pouvoir revenir à des définitions qui ressemblent à celle-ci pour les déformations. D'accord? Donc si je reviens un tout petit peu en avant, voilà l'équation que j'utilise pour passer des contraintes de Piola-Kirchhoff aux contraintes vraies. Et alors, je remonte un petit peu en avant. Voilà l'équation que j'utilise pour passer avec les contraintes, les déformations de Green, qui s'expriment à partir du champ déformé et des dérivés donc, du champ déformé par rapport aux coordonnées initiales xi. Je passe les calculs ici parce que c'est un peu plus technique. Et je me focalise simplement sur l'obtention du résultat final. Le résultat final nous dit que, au lieu d'intégrer sur petit v, je pense que le fait d'avoir un petit v ici et un grand v, c'est probablement la spécificité la plus importante de ces équations-là. Au lieu d'intégrer sur le volume final, on peut intégrer sur le volume initial, à condition, au lieu de considérer les contraintes et déformations vraies, de considérer les contraintes de Piola-Kirchhoff et les déformations du tenseur de Green. Et on a une expression qui est tout à fait similaire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi, on peut regarder les autres termes. Donc, je viens de regarder le premier terme ici au membre de gauche, dans l'énergie de déformation interne. On regarder maintenant dans le travail des forces extérieures. Et en fait, on se rend compte que l'intégrale sur le volume déformé des forces de volume multipliées par delta U, des forces de volume multipliées par delta U, en fait, c'est exactement la même chose que les forces de volume multiplié par le même delta U, mais en intégrant sur le volume de gamma 0, plutôt que d'intégrer sur le volume de gamma courant, de la configuration courante. Et on a la même chose, exactement la même chose pour le terme de traction de surface. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on a une deuxième formulation, qui est une formulation tout à fait similaire pour le principe des travaux virtuels. Je passe un petit peu les détails parce que l'objectif n'est pas de retranscrire à chaque fois toutes ces équations. Et qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? On peut regarder la même chose et voir si en exprimant donc maintenant les contraintes par rapport à un système de coordonnées corrotationnelles, on ne pourrait pas arriver à une formulation qui est similaire. Et bien sûr, la formulation est tout à fait similaire. Je pense qu'intuitivement, j'aime autant la démontrer intuitivement, même plutôt que mathématiquement. On s'en doute bien, parce que dans la formulation corrotationnelle, la seule chose qu'on a faite en plus, c'est d'utiliser un mouvement de corps rigide. D'accord? Et donc, compte tenu de ce mouvement corrigide qui n'introduit ni contrainte ni déformation, bien c'est logique que le travail des forces intérieures, qu'on les exprime par rapport à U ou qu'on les exprime par rapport à U chapeau, et bien évidemment on doit avoir exactement le même résultat. Et donc effectivement on voit que le travail qui vient du delta U, le potentiel de déformation de la structure, bien dans le delta U, on voit qu'on peut utiliser les contraintes qui sont exprimées en coordonnées corrotationnelles et les déformations qui sont les déformations liées uniquement au champ de déplacement U chapeau et pas au niveau du champ de déplacement total. Ça c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'en fait on va pouvoir dans le principe, grâce au principe de travaux virtuels, quand on va l'écrire dans les coordonnées corrotationnelles, eh bien on aura des termes qui seront beaucoup plus simples, en tout cas la possibilité de simplifier les termes qu'on voit apparaître là-bas. Ok, donc au bout du compte, on se rend compte, donc on a trois formulations qui sont trois formulations différentes, parce qu'on en a regardé trois ici, en description totale, où le champ de déformation sera un champ de déformation à partir de la configuration initiale. On a une expression qui correspond donc à une intégration soit sur le volume déformé, soit sur le volume initial, soit encore sur le volume initial mais qui a été tourné. D'accord? Donc le dv chapeau, c'est le volume initial qui a été tourné. Alors, comment est-ce qu'on fait maintenant pour utiliser le principe des travaux virtuels? En réalité, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'écrire les équations d'équilibre de la structure dans une configuration qui est une configuration inconnue et qui est la configuration gamma n plus 1 delta. Ça, c'est la configuration de la structure déformée quand elle est soumise à des charges appliquées. Par exemple, si je prends une poutre encastrée libre comme ceci, je lui mets une charge verticale, je lui mets une charge horizontale, elle va se déformer en grand déplacement et en grande rotation dans une configuration qui est la même que celle-ci.
où les charges continuent de suivre le point d'application où elles sont appliquées. Voilà ce qu'on obtient. Et ce qui m'intéresse, c'est d'écrire l'équation d'équilibre pour une valeur donnée des multiplicateurs lambda V, lambda H. Voilà. Et je voudrais connaître la configuration gamma qu'on appelle ici gamma n plus 1 delta en fonction du multiplicateur des charges lambda. Bon, ça c'est un objectif en soi, et ce qu'on fait en réalité, c'est que quand on fait une analyse complète d'une structure, on se rend compte que si la configuration déformée qui nous intéresse est compliquée, en soi, dans l'exemple que j'ai montré ici, elle n'est pas encore si compliquée que ça, mais si elle était vraiment, vraiment, vraiment compliquée, bien en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on y va mollo, on y va progressivement. Soit on applique progressivement les charges, soit on augmente progressivement des déplacements qu'on impose. Ok, on verra les techniques de chargement un tout petit peu plus tard. Mais soit on fait l'un, soit on fait l'autre. Et donc, on suppose qu'on a une configuration d'équilibre qui est une configuration d'équilibre courante, qu'on va appeler la configuration gamma n. Peut-être changer de couleur. Et qui est une équation d'équilibre intermédiaire à partir de laquelle on va passer. Ok, donc ça c'est gamma n. Je la connais et je voudrais savoir maintenant, quand le multiplicateur des charges, disons, vaut lambda, une nouvelle valeur de lambda, je voudrais connaître la configuration gamma n plus 1. Alors on va voir que déjà, rien que pour passer de gamma n à gamma n plus 1 delta, d'accord, donc rien que pour passer de gamma n à gamma n plus 1 delta, ici, eh bien on va voir qu'on va devoir éventuellement faire plusieurs pas. Ok, alors comment est-ce que tout ça fonctionne? Bien, le principe des travaux virtuels, a priori, on l'a déjà écrit dans une configuration qu'on appelle la configuration courante, donc le gamma n, qui est le même que celui-ci. Et donc si on a écrit le principe des travaux virtuels dans la configuration gamma n, on a un ensemble d'équations qui sont des équations non linéaires, dont les inconnus sont u, les champs de déplacement qui correspondent à cette configuration-là. On voudrait écrire le principe des travaux virtuels qui va nous permettre d'écrire la configuration d'équilibre dans la configuration gamma n plus 1 delta. Ok, donc ceci c'est gamma n plus 1 delta, pour laquelle les équations d'équilibre évidemment sont aussi non linéaires et les inconnus sont u plus delta u. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la différence entre les deux. On va faire les configurations d'équilibre dans la configuration n plus 1 delta, moins les équations d'équilibre dans la configuration n. On va avoir des équations qui sont des équations non linéaires en delta u. On suppose en fait ici que la configuration courante est connue. Donc on va faire l'hypothèse que les u sont connus, bien sûr. Au pire, à la première itération, la configuration gamma n, c'est la configuration courante, ce sera la configuration de départ, c'est le gamma 0, dans laquelle les déplacements sont nuls. Okay, et progressivement, on va calculer les delta U, donc les augmentations de déplacement, qui vont nous permettre de passer d'une configuration à une autre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une étape supplémentaire, parce que les équations qui sont ces équations non linéaires en delta U ne sont pas nécessairement simples à résoudre. Et si elles ne sont pas nécessairement simples à résoudre, ou en tout cas, on va devoir les résoudre avec une méthode numérique. Vous en connaissez déjà tout un paquet, dont la méthode de Newton-Raphson, qui consiste à linéariser momentanément les équations autour d'une configuration qui nous intéresse. C'est exactement ça qu'on va faire. La différence ici, c'est que les équations, on va les linéariser analytiquement. Donc on ne va pas calculer des jacobiens par une méthode de différence finie, comme on le ferait parfois dans la méthode de Newton-Raphson. On va ici linéariser les équations de façon analytique. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour obtenir ces équations linéaires? Il suffira de négliger les termes non linéaires en delta U, et on va remplacer le symbole delta U par petit du pour indiquer qu'on a une expression qui est une expression linéarisée. Ok, et donc là on a deux versions, si vous voulez, des équations. Soit on a une version avec des incréments finis de déplacement delta U, qui sont ceux qu'on va devoir calculer au bout d'un système itératif, donc pour passer de gamma n à gamma n plus 1. Et puis on a des petits incréments, ils sont infinitésimaux,
qui vont nous permettre donc de comprendre finalement la manière dont la structure se comporte dans le voisinage de la configuration d'équilibre courante gamma n. Ok, notamment, on pourra évaluer quelle est la raideur de la structure autour de la configuration courante gamma n. Ok, et donc l'objectif pour passer de gamma n qui se trouve ici à gamma n plus 1 qui se trouve là-bas, eh bien ce sera d'utiliser plusieurs incréments, des petits incréments, chacun des incréments correspondant à une version linéarisée des équations d'équilibre de la structure. Ok, ça correspond exactement au principe de Newton-Raphson que vous connaissez déjà bien. Bon, mais j'en reparlerai peut-être encore un petit peu plus en détail tout à l'heure. Alors donc bon, voilà, pour faire ça, on a plusieurs possibilités. Donc, soit on va utiliser en fonction des inconnus du problème qu'on va choisir, on a plusieurs possibilités. On a une première possibilité, c'est une description lagrangienne totale. On verra qu'on a une description lagrangienne actualisée qui pourrait fonctionner, une description corrotationnelle aussi, qui pourrait fonctionner pas mal. Alors, dans la description lagrangienne totale, je commence par celle-là. Pardon. L'inconnu du problème concerne toujours le champ de déplacement, qui est le champ de déplacement U et a fortiori U plus delta U pour arriver à la configuration N plus 1. Donc, si on reprend, je vais peut-être le refaire en détail une fois pour au minimum la description lagrangienne totale. Si on reprend les équations qui correspondent aux équations d'équilibre telles que traduites par le principe des travaux virtuels. Je rappellerai M. Frenzen un peu plus tard. Voilà ce qu'on obtient. Ok, donc les contraintes de Piola-Kirchhoff, vous vous souvenez, S, les déformations de Green, les forces extérieures appliquées, les tractions de surface appliquées sur la surface. Et qu'est-ce qu'on a? On a ce fameux champ virtuel, delta U, qui est un champ virtuel qu'on écrit et à partir duquel on va calculer les déformations epsilon. Alors, donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a les contraintes sont les contraintes vraies dans la configuration delta. Donc on est en train d'écrire les équations d'équilibre maintenant dans gamma n plus 1 delta. Ici, la première équation, c'était les équations d'équilibre dans la configuration courante gamma n. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement la même chose. Donc on va perturber légèrement. Je vais peut-être écrire ou dessiner les configurations perturbées. Allez, je vais dessiner la première en jaune. Je vais donner à chacun des points une version légèrement perturbée. Donc c'est le delta UI qui est là-bas, auquel on va pouvoir associer les déformations epsilon. Et en plus de ça, autour de la configuration la configuration finale, le gamma delta n plus 1, et je vais donner un champ de déplacement virtuel, qui est un champ de déplacement virtuel delta UI delta, de manière à pouvoir écrire les équations d'équilibre dans la configuration finale, qui est celle qui m'intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette configuration finale? Bien, on a que les déformations, par exemple, sont égales aux déformations qu'on avait dans l'état I plus 1 delta. Ok, c'est le delta U qu'on voit en rouge là en bas à droite. Connaissant ces déformations, on va pouvoir calculer les contraintes comme ceci. Et connaissant les déplacements U, on peut calculer les déformations epsilon. Connaissant les déformations epsilon, on peut exprimer les contraintes à l'intérieur du matériau. Et donc on exprime, si vous voulez, les contraintes à l'intérieur de la structure
dans son état courant, donc le gamma n plus 1 delta, on les exprime à partir des contraintes dans la configuration courante gamma n. Ok, alors comment est-ce que ça fonctionne et évidemment, le F, je n'en ai pas parlé, ils sont peut-être pas vraiment imprimés dans le bon ordre, mais le F, je n'en ai pas parlé, ça c'est l'augmentation des forces extérieures. Et donc, on voit bien que les Fi delta, ce sont les forces extérieures qui sont appliquées sur la structure dans la configuration gamma n plus 1 delta. Force extérieure dans gamma n plus 1 delta. Alors que les Fi, mais on les voyait déjà plus haut dans la première équation, Fi, ce sont les forces extérieures dans gamma n. Donc ça, généralement, c'est une donnée du problème. C'est une donnée du problème, et on augmente progressivement les charges qui sont appliquées sur une structure, et on voudrait calculer la configuration déformée de la structure au fur et à mesure où on augmente les charges. D'accord, donc le delta Fi, on le connaît, c'est un incrément fini, mais on peut le calculer comme différence entre les deux autres expressions. Ok, donc on s'intéresse essentiellement au calcul des défauts et puis des contraintes. Ok, donc déformation. Les déformations, on va revenir à la définition. Les déformations dans la configuration finale, elles dépendent donc du UI delta, qui est celui-là. On va substituer l'expression du UI delta dans la déformation, qui est l'expression de la définition du tenseur de Green. On conserve bien sûr le terme qui est le terme non linéaire ici. Et donc, si on split, on va garder quoi? On va garder comme premier terme... On va garder comme premier terme tout ce qui dépend des UI et UJ. Et puis on va garder comme deuxième terme ici tout ce qui dépend des deltas. D'accord? Donc tout ce qui dépend des deltas UI, UJ, UK, etc. etc. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître pour le premier terme rien d'autre que le EIJ. Donc ça, c'est la déformation de Green dans la configuration gamma n. Plus une augmentation, qui est une augmentation avec un terme qui est un terme non linéaire. Pourquoi est-ce qu'il est non linéaire? Parce que tout simplement, on voit apparaître une forme quadratique de delta UK. Donc là, on a des termes du style delta U1 carré, delta U1 fois delta U2, etc. etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'expression du principe des travaux virtuels, maintenant, on va devoir introduire le travail virtuel. Donc ici, ce terme-là provient de celui qui est représenté ici. Ok, il me manque un pointeur, mais enfin, voilà, vous voyez bien. J'ai introduit donc la contrainte qui est la contrainte SIJ plus delta SIJ, et le champ virtuel de déformation qui est associé au champ virtuel de déplacement. D'accord, donc le delta EIJ delta, je pourrais faire exactement le même exercice que celui qui est fait là-bas, en remplaçant UI plus delta UI, mais je vais simplement lui dire que ça dépend du champ virtuel que j'ai choisi. Et donc, on pourrait l'écrire de plusieurs manières différentes. Le champ de déformation, je vais conserver le même UI. Et je vais simplement écrire delta, delta UI, comme ceci. Ok, bien, si on fait ça, on va avoir... je vais mettre un delta ici pour le UI. On fait exactement la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais on va avoir un delta EIJ qui correspond à tous les termes en noir dans l'expression là en haut de page, plus des termes qui sont les delta EIJ qui correspondent à tous les termes en rouge. Ok, et donc tout l'un dans l'autre, on va obtenir cette expression
pour la déformation virtuelle. On voit apparaître, du coup ici, un terme qui est le même que celui qu'on avait dans la configuration gamma n. Et bon, on peut faire la même chose après avec le terme de force extérieure. Pour le terme de force extérieure, ben donc on a cette modification des forces qui sont les forces appliquées, multiplié par le nouveau champ de déplacement et le nouveau champ de déplacement. Donc on le remplace exactement comme on vient de le faire pour les déformations. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un terme qu'on connaissait dans la configuration gamma n, voilà, qui est ce terme-là. Et en plus de ce terme-là, ben on a des termes supplémentaires qui viennent s'y adjoindre. Ok, alors donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait les équations du principe des travaux virtuels dans la configuration n plus 1 delta moins celle dans la configuration n. Et donc qu'est-ce qu'on a? On va avoir donc l'expression qui se trouve ici, qu'on doit recopier, qui est cette expression-là. On lui soustrait, ici c'est pas un plus, c'est un moins, pareil là-bas. On lui soustrait l'expression qu'on avait obtenue dans la configuration gamma n. On voit qu'il y a des termes qui disparaissent. Ok, les termes en rouge disparaissent. Et on fait apparaître quoi? Ben, on fait apparaître simplement une équation en incrément. Vous voyez que les seuls inconnus qui vont apparaître là-dedans sont des incréments de contraintes, déformation et champ de déplacement. Et évidemment les incréments de sollicitation qui sont les choses a priori connues. Ok, et donc on a une équation dont l'inconnu est delta UI, à laquelle on peut associer des delta EI et des delta SI, J, et qui est donc une seule équation à une inconnue. Si on était capable de résoudre cette équation-là, elle est non linéaire, bien sûr. Si on était capable de résoudre cette équation-là tout de suite, eh bien on pourrait passer de gamma n à gamma n plus 1 delta. D'accord? Donc la solution de cette équation fait passer de gamma n à gamma n plus 1 delta. Pourquoi? Parce que l'inconnu, c'est delta U. Et si l'inconnu, c'est delta U, vous voyez bien qu'on passe de la configuration gamma n à la configuration gamma n plus 1 delta. J'utilisais du vert pour l'autre. Je vais mettre du rouge. À la configuration gamma n plus 1 delta. Ok, alors maintenant voilà, le problème c'est que résoudre cette équation non linéaire n'est pas spécialement quelque chose de très simple, et donc cette équation, on va décider de la linéariser. Ok, donc on recopie ici en tête de page l'équation qui est supposée être l'équation à résoudre. Et qu'est-ce qu'on va faire donc pour la linéariser? On va négliger tous les produits des accroissements delta fois delta. Donc delta quelque chose fois delta quelque chose, on va les supprimer. Par exemple, dans l'expression du delta E, ok, donc si je reviens dans son expression, je vous ai dit ici, on a une expression qui est similaire pour le delta E. Pour le delta E, ici, on a une équation qui est similaire à ce qu'on a dans l'expression en rouge, là, encadrée, et on voit que là, il y a un terme qui est un terme non linéaire. Bien, ce terme-là, on va pouvoir le laisser tomber. Ok, donc c'est exactement ce qu'on a écrit ici. On va laisser tomber ce terme en non linéaire. Vous voyez que le delta, il apparaît sur l'entièreté ici. La notation n'est peut-être pas des plus heureuses, mais donc en fait, ce qu'on écrit quand on écrit ça, c'est 1/2 fois la dérivée par rapport à xi de delta uj, etc. etc. D'accord? Et donc les deux derniers termes, on va les laisser tomber. Ce sont des termes en delta uk et delta uk. Ok, donc ça c'est quadratique, donc on laisse tomber.
Et donc voilà, et alors pour souligner que la solution finalement n'est plus exacte, c'est-à-dire qu'on a négligé des termes, ben, le delta est remplacé par un d. En même temps, ça montre qu'on a une version qui est valable de façon juste infinitésimale. D'accord. Donc quand on remplace un incrément delta et qu'on supprime tous les termes non linéaires, on récupère une équation qui est valable localement et donc de manière infinitésimale. D'accord. Et donc tous les deltas qu'on avait utilisés, ben, on va les remplacer par des petits d. Et donc l'équation finalement à laquelle on va arriver est une équation du style ds fois delta EI, ds fois d delta EI, df fois delta U et f delta U, comme ceci. Là, on a un terme qui est un terme quadratique, le dernier, donc il disparaît. Et, c'est la même chose, j'ai interverti les deux termes aussi là-bas. Le dernier terme est un terme quadratique, donc il disparaît également. Ok, alors donc on a une équation qui est une équation déjà qui est un tout petit peu plus simple, et qui va nous permettre de faire quoi? Mais qui va nous permettre de passer la solution ici de cette équation fait passer de gamma n à gamma n plus 1. Et gamma n plus 1, j'en ai pas encore parlé. Ben, gamma n plus 1, c'est la représentation qui est indiquée là sur la figure en trait pointillé. Gamma n plus 1, donc au lieu d'ajouter l'incrément de déplacement delta U, on aura un autre incrément de déplacement delta U, qui malheureusement ne correspond pas à une configuration d'équilibre avec les charges extérieures appliquées F, parce qu'on résout un autre set d'équations. Donc on va trouver une autre configuration d'équilibre que gamma n plus 1 delta. On va trouver une équation d'équilibre qui est proche, si les non-linéarités sont petites, on va trouver une équation d'équilibre qui est proche, mais qui n'est pas exactement la même que gamma n plus 1 delta. Donc on va arriver vers cette équation d'équilibre gamma n plus 1. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour aller plus loin? On va faire une hypothèse sur la loi de matériaux. On va faire l'hypothèse que l'incrément de contrainte peut être lié avec l'incrément de déformation par une loi qui ressemble à la loi de Hooke. Donc le tenseur D, c'est un tenseur de dimension 4 qui va nous permettre d'exprimer que l'incrément de contrainte est lié aux incréments de déformation, évidemment de manière linéaire parce qu'on est sur une version incrémentale, et donc elle est infiniment petite. Ok, donc D, S, I, J et D, E, K, L sont tous les deux infiniment petits. Ce sont des grandeurs infinitésimales. Ok, donc là on a fait... Bon, je suis moyennement d'accord parce que c'est pas spécialement une hypothèse ici, puisqu'on le regarde de manière incrémentale, donc c'est de l'infiniment petit. On a toujours le droit de le faire. Le tout, c'est que le DIJKL qui est là-bas doit être calculé. Et éventuellement, il pourrait, c'est ce que vous discutez dans le cours avec monsieur Collin, il pourrait dépendre du niveau de déformation, qui est le niveau de déformation déjà existant. D'accord? Donc dans une loi de déformation, une loi de Hooke, constitutive sigma epsilon, on pourrait très bien avoir, au-delà du régime élastique linéaire, très bien avoir une loi ici où l'incrément donc de delta d sigma et d epsilon sont reliés par une d sigma est égal à e d epsilon, donc c'est le module de Young, dans la loi, dans le régime élastique linéaire. Et puis on pourrait très bien avoir donc une pente qui varie, donc c'est-à-dire une loi constitutive généralisée où D est en réalité une fonction de epsilon, qui lui-même est une fonction de U, du champ inconnu.
Ça va, mais toujours est-il que localement, on a toujours la possibilité, bien sûr, de linéariser, et on a toujours la possibilité d'écrire donc une expression pour les paramètres de proportionnalité qui apparaissent là-bas. Ok, et donc si on remplace ds, donc les contraintes à l'intérieur de la structure, si on les remplace par l'expression de cette loi constitutive, eh bien qu'est-ce qu'on voit? On voit que ds, on peut le remplacer par de, et on obtient cette expression qui est cette expression finale du principe incrémentiel ou incrémental des travaux virtuels. On dit que c'est une description lagrangienne totale, DLT, parce que l'inconnu du problème est le déplacement, le champ de déplacement total U. Ok. Alors, cette expression-là va nous permettre de relier une augmentation de sollicitation, df, par rapport à un niveau de sollicitation extérieure qui est déjà appliqué à l'instant gamma n, donc dans la configuration gamma n. Le dfi correspond donc à cet incrément de sollicitation qui va nous permettre donc de considérer que le chargement a évolué entre la configuration gamma n et la configuration gamma n plus 1 delta. Et va nous permettre, je peux peut-être l'écrire ici, donc là on a fi, là on a un dfi, et va nous permettre de calculer des déformations, d'abord un champ de déplacement qui est associé évidemment à un champ de déformation et qui est associé à un champ de contrainte, via ce qu'on voit apparaître ici au membre de gauche. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître au membre de gauche? On va voir apparaître que les déformations qui vont apparaître dans la structure dépendent de l'état de contrainte qui existe dans la structure et va dépendre de la raideur de la structure. Donc on a deux choses qui apparaissent ici. On a la raideur de la structure qui apparaît dans ce terme-là, via le changement qu'on a opéré tout à l'heure. Ok, donc le DSIJ, c'est DIJ-L multiplié par DE-KL. D'accord, donc là on voit apparaître la raideur qui va correspondre à la raideur initiale de la structure ou à la raideur de la structure dans la configuration gamma n. Pourquoi dans la configuration gamma n? Parce qu'on a linéarisé le comportement de la structure dans cette configuration-là pour obtenir le DIJKL. Il va également dépendre de l'état de contrainte dans la structure via les valeurs des contraintes SIJ. Ok. Donc on a plusieurs choses dans cette formulation-là. Et si on résout cette équation, qu'est-ce qu'on fait? On a une équation qui, a priori, ici, est linéarisée. Donc c'est-à-dire que si on regarde globalement, en fonction du niveau des charges appliquées, les déformations dans la structure, au lieu de passer de gamma n à gamma n plus 1 delta, puisqu'on a utilisé une version qui est une version maintenant linéarisée des équations structurelles, quand on calcule l'incrément de déplacement qui correspond à l'incrément de sollicitation dfi, ou bien si vous voulez, quand on applique le niveau de sollicitation qui est celui de la configuration gamma n plus 1 delta, qu'est-ce qu'on va calculer comme déplacement en résolvant cette équation-là? On ne va pas calculer le déplacement delta U, mais on va simplement calculer le déplacement delta U. Et ça va nous amener dans une configuration intermédiaire, qui est la configuration gamma n plus 1. Voilà, ici. Connaissant la configuration gamma n plus 1, ou dans cette configuration gamma n plus 1, qu'est-ce qu'on a? On a l'incrément de déplacement delta U, et en fait, ce qu'on peut observer, c'est que, puisqu'on a dû faire des hypothèses, on a fait des hypothèses pour calculer cet incrément-là, notamment on a laissé tomber tous les termes non linéaires dans l'équation constitutive, en fait, ce terme-là n'est pas en équilibre avec l'état de sollicitation FI plus DFI.
Okay, il n'est pas en équilibre avec cet état de sollicitation. Donc c'est-à-dire que si maintenant qu'on a calculé le nouvel incrément du, donc on a la possibilité de calculer le u plus du, qui sera la nouvelle configuration courante correspondant à la configuration déformée de la structure, on peut bien sûr calculer les contraintes les déformations qui vont avec, on peut bien sûr calculer les contraintes qui vont avec, et si on intègre toutes ces contraintes maintenant sur la structure, eh bien en fait ce que je veux simplement dire, c'est que l'intégrale des contraintes ne correspond pas aux charges extérieures appliquées. L'intégrale des contraintes, elle correspond à une autre valeur, qui est représentée ici par le symbole Q, et qui ne correspond donc pas aux charges qui sont les charges appliquées. En soi, c'est logique, on s'y attendait. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement regarder maintenant, au lieu d'appliquer la sollicitation dFi, on va reprendre le même système d'équation, mais on va simplement imposer le résidu, ou ce qu'on va appeler les forces hors équilibre. Donc, on a appliqué une sollicitation maintenant qui était trop importante, et on va calculer simplement les forces hors équilibre, c'est-à-dire le delta de sollicitation entre ce qu'on a imposé et ce qu'on a réellement. Et sur base de cet incrément supplémentaire, on va pouvoir passer de la configuration gamma n plus 1 vers une configuration courante suivante, vers une suivante, etc., etc., et converger assez rapidement, hopefully au moins, vers la configuration gamma n plus 1 delta. Ok. Alors bon, des fois ça peut être assez perturbant de se dire que les contraintes, donc vous voyez que, pourquoi est-ce que je parle de raideur? Là je parle de raideur comme étant tous les termes qui viennent multiplier le delta U ou le delta epsilon qui apparaît ici. Les termes qui multiplient, les coefficients qui multiplient les delta epsilon, sont des termes de raideur. Et donc la raideur qui vient de la loi constitutive, celle-là on la connaît bien, on y a l'habitude. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une raideur supplémentaire qui dépend ici aussi de l'état de contrainte qui était présent dans la structure. Et ça, c'est plutôt atypique. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas quand on fait l'analyse élastique linéaire d'une structure. Même si ici on a linéarisé la structure, mais on l'a linéarisé autour d'une configuration courante gamma n. Quand on fait l'analyse élastique linéaire d'une structure, okay, donc ce qu'on a toujours fait ici quand on a fait l'analyse des structures, on a linéarisé la structure dans son comportement autour de la configuration initiale, gamma 0. Et dans gamma 0, il n'y a pas de contrainte, d'accord? Donc ce terme-là, on ne le voit pas. Okay, alors le fait d'avoir ici linéarisé la structure autour de la configuration gamma n fait apparaître un terme ici, qui est un terme de raideur, qui est d'autant plus important que la structure est fortement contrainte. Okay, c'est lui qui va être responsable de notre fameuse matrice des contraintes K sigma dans un instant. Ok, alors mais pour illustrer le principe, on peut prendre l'exemple d'un pont bowstring dont on pourrait en fait se tracasser de la stabilité de l'arc. En fait, l'arc d'un pont bowstring, c'est un élément structurel qui est fortement comprimé, d'accord, puisque le tablier est tendu et l'arc est comprimé. Et donc, en fait, on se retrouve avec un élément qui est un élément qui est très élancé. Il est très élancé. Donc sa longueur, elle est grande. Et le niveau de contrainte dans cet élément-là, il est relativement élevé. Alors la raison pour laquelle un arc de pont bowstring est un élément qui est un élément stable, c'est parce qu'en réalité, si on le regarde maintenant vu du dessus ou vu en plan, donc on a un élément comme ceci qui est fort comprimé, et en réalité, chacune des suspentes apporte une certaine raideur transversale à l'arc, et c'est un peu comme si on avait une poutre sur fondation élastique qui éventuellement pouvait flamber. D'accord? Donc là, ici, je vais indiquer simplement chaque fois suspente, parce qu'on a des raideurs qui sont apportées par chacune des suspentes. Ok, alors pourquoi est-ce qu'on a des raideurs qui sont apportées par les suspentes? Eh bien parce que les suspentes, elles sont le siège de contraintes. D'accord? Donc dans les suspentes, on a des SIJ. Et ce sont les termes qui sont ici,
ce sont ces termes-là, SIJ, qui sont responsables de la raideur qui existe dans les suspentes de pont. Alors, je ne suis pas en train de parler de la raideur EA sur L, qui correspond à la raideur extensionnelle, okay, qui est celle qu'on connaît. D'accord, donc ça c'est la raideur d'une suspente. Je suis simplement en train de dire maintenant, ça c'est le caisson du pont bowstring, c'est le caisson. Je suis simplement en train de dire, ça c'est le tablier. Si le caisson de l'arc, le caisson d'arc avait envie de se déplacer transversalement sur le côté, ce que je veux simplement montrer ici, c'est qu'en réalité, les suspentes, à cause des contraintes qui sont présentes à l'intérieur des suspentes de prétension, eh bien, en réalité, il va y avoir une force de rappel qui va ramener le caisson d'arc vers sa configuration de départ. D'accord, donc pour faire ça, le plus simple, c'est de calculer la raideur associée. Pour calculer la raideur, on va calculer la force nécessaire pour imposer un déplacement unitaire. Ou bien, si j'impose un déplacement D donné, qu'est-ce que je vois? Mais je vois qu'en réalité, dans cette configuration-là, il va y avoir une réorientation de l'angle de la suspente. Donc si elle s'incline d'une quantité alpha qui est égale à la hauteur de la suspente multipliée par la tangente de alpha, ou bien simplement h fois alpha si l'angle est petit, eh bien qu'est-ce qu'on voit? On voit que Fr, la force de rappel, et qui correspond donc à cette réorientation de ns, mais en fait nous dit simplement que Fr, c'est ns fois le sinus de l'angle alpha. Si alpha est petit de nouveau, c'est ns fois alpha. Et si on substitue le alpha qui vient de la première équation, on voit que Fr, c'est ns sur h fois d. Et donc, Fr, la force de rappel, est égale à l'effort dans le haubans, dans la suspente, divisé par la longueur de la suspente, multiplié par d. Et donc, on voit que ceci, c'est rien d'autre qu'une raideur, K, F est égal à K fois D, et effectivement, à cause de la contrainte qui existe, vous voyez, c'est parce que ns est non nul. Si ns égale à 0, k égale 0, donc il n'y a pas de raideur, à cause de la contrainte qui est présente à l'intérieur de la suspente, eh bien en réalité, il y a une raideur structurelle supplémentaire qui apparaît. Ok, on peut vérifier qu'au niveau des unités, bien sûr, c'est bon, puisque l'effort de la suspente, n, c'est des newtons, L, c'est la longueur de la suspente, ce sont des mètres, et donc on a bel et bien des newtons par mètre pour la raideur. Ok, c'est pas le seul exemple qu'on connaît. Ça, en fait, on le note dans la suite, on le note K sigma. C'est une notation que vous connaissez déjà bien parce qu'on a étudié ensemble la stabilité des structures. Et on avait introduit la matrice K sigma à cette occasion. Un autre exemple qu'on pourrait regarder, c'est celui d'une poutre dont la raideur en flexion vaut EI. Et si on regarde la déformation d'une poutre sur deux appuis sous l'effet d'une charge extérieure appliquée P, je vais mettre un appui simple à gauche, un appui à rouleau à droite, et on peut calculer la déformation de la déformation à mi-travée sous l'effet de la raideur qui vient de EI. Je pense que delta, ça doit être quelque chose comme 48. Non. C'est PL cube sur 48 EI. Je dis ça de mémoire, le 48 n'est peut-être pas tout à fait correct, mais peu importe. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que P est égal à 48 EI sur L cube fois delta. Là, on voit apparaître la raideur, qui est la raideur K0, c'est la raideur habituelle. C'est la raideur de la structure dans sa configuration de départ. Eh bien, si en réalité, en plus de ça, on considère qu'il y a un effort N, un effort axial qui consiste à tendre cette poutre, on a un effet membranaire qui apparaît. Et l'effet membranaire est tel que chaque petit incrément de sollicitation va générer un incrément de déformation d delta, qui en réalité est plus petit. Pour quelle raison? Parce qu'il existe une raideur supplémentaire qui provient de la raideur membranaire. Si n maintenant était en compression, le K sigma change de signe et la raideur est plus petite. Et vous savez bien que quand K0 est égal à K sigma, on récupère une charge d'instabilité. Ok, bon, j'ai parlé beaucoup pour exprimer le fait que
oui, j'ai déjà parlé beaucoup, pour exprimer le fait donc que le système d'équations va nous permettre de trouver, linéariser, va nous permettre de trouver des incréments de déplacement infinitésimaux bon, plus vraiment à partir du moment où on a décidé d'appliquer la sollicitation delta P, donc va nous permettre de passer donc de gamma n à gamma n plus 1. Ok, c'est ce que j'ai déjà expliqué. Et donc la notion de force hors équilibre maintenant c'est quelque chose d'important. Ben, c'est la différence entre PI qui est le niveau qui nous intéressait, PI, moins QI qui est en réalité le niveau des sollicitations extérieures qui permettent d'équilibrer la configuration courante. Et donc il va falloir maintenant appliquer sur gamma n plus 1, donc la configuration d'équilibre courante, donc celle à laquelle on est pour le moment, il va falloir réappliquer ces forces au rééquilibre de manière à continuer notre convergence vers gamma n plus 1 delta. Ok, et donc ce process, il est donc du coup, vous l'avez bien compris, il est itératif. Alors, maintenant, on peut regarder autre chose. Plutôt que d'avoir la description lagrangienne totale, on peut utiliser ce qu'on appelle la description lagrangienne actualisée. L'avantage de la description lagrangienne actualisée, c'est qu'elle permet d'intégrer maintenant les équations, non pas sur le volume de départ, mais sur le volume déformé. D'accord? Donc on a des intégrales dv et des intégrales d petit a, qu'on a supprimées ici. J'ai oublié de le dire, mais on a supposé qu'il n'y avait pas de traction de surface dans tous les développements que j'ai menés avant, pour simplifier un petit peu. Le système est exactement le même. On a un champ inconnu, delta UI, que l'on voudrait déterminer. On parle d'une description lagrangienne malgré tout, parce que le delta continue d'être un déplacement. Le delta U continue d'être un déplacement par rapport au champ qui nous intéresse. Non, sorry, elle est actualisée. Et donc on va l'exprimer bien sûr, puisque on utilise ici la configuration courante et puis la configuration qui est la configuration initiale. Donc on a des intégrales petit dv au lieu des intégrales d grand v. Et donc vous voyez qu'on va configurer la configuration paramétrée par petit x. Et donc la configuration courante, ben, ce sera x plus le delta u. Et donc le delta u qui apparaît ici, delta u, est une version, et c'est pour ça qu'on l'appelle actualisée, c'est le déplacement entre gamma n, qui est la dernière configuration connue, et le gamma n plus 1 delta. Ok, oui, c'est ce qui est écrit ici. Bon, on écrit le principe des travaux virtuels dans gamma n, on écrit le principe des travaux virtuels dans gamma n plus 1. Je vais vous passer les détails parce que c'est exactement la même chose. Vous allez voir voir apparaître ici un delta E plus une variation. Et dans cette variation, qu'est-ce qu'on va voir apparaître? Des termes qui sont des termes non linéaires. Boum boum boum, on a exactement la même chose, on a les termes qui se simplifient, qui sont les termes qu'on avait au début, et qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer une version linéarisée, on a fait de nouveau la linéarisation de la loi constitutive, et on obtient au bout du compte une version qui est une version linéarisée du principe des travaux virtuels incrémentales, PTVI, principe des travaux virtuels incrémentales. La seule différence par rapport à ce qu'on avait avant, c'est qu'on a des contraintes vraies, des déformations vraies, et les déformations qu'on calcule sont des déformations delta U par rapport à la configuration courante et pas des déformations par rapport à la configuration initiale. Ok, le principe est exactement le même en termes d'analyse pour la suite, donc je passe ici. Bon, il y a une troisième version, je m'étonne un peu de ne pas l'avoir ici, mais c'est la même version, mais en version corrotationnelle, bien sûr, et ça fonctionne de la même manière. Alors, bon, on peut voir maintenant comment tout ça se traduit dans une approche élément fini. Dans une approche élément fini, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'hypothèse que les déplacements UV et W de chacun des points du solide qui nous intéresse vont s'exprimer à partir de fonctions qui sont paramétrées par des paramètres représentés ici par les pk. Des paramètres, il peut y en avoir un paquet, de 1 à n.
Et généralement, quand je dis il y en a un paquet, effectivement, oui, il y en a un très grand nombre. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, on va simplement représenter la déformée de la structure par une déformée de différents petits éléments. Et donc, on va faire l'hypothèse que la configuration déformée de la structure, voilà, comme ceci, peut être obtenue par une interpolation avec systématiquement les mêmes fonctions d'interpolation entre les valeurs des déplacements qui sont les déplacements aux extrémités de cet élément-là. D'accord? Donc, le déplacement, si je prends un élément qui était comme ceci au départ, en configuration déformée, il va être comme ceci. Il y a un déplacement U, il y a un déplacement V, il y a un déplacement U, il y a un déplacement V, et en plus de ça, il y a des rotations. Eh bien, je peux calculer le déplacement de chacun des points qui se trouvent sur cette barre, et je vais l'exprimer à partir des déplacements qui sont les déplacements aux extrémités. D'accord? Donc les P dont on parle, eh bien, ce sont en fait tous ces déplacements aux extrémités. Disons P1, P2, P3, ce sera la rotation, P4, P5 et P6, ce serait la rotation si on était dans une modélisation plan. D'accord, donc on va avoir que les incréments maintenant, on peut le faire de la même manière. Donc on va avoir donc cette relation qui correspond aux interpolations. Entre des valeurs de déplacement UVW connues à certains points. Ok, ça en fait correspond exactement, donc cette hypothèse-là correspond exactement à l'hypothèse qu'on fait de l'hypothèse de discrétisation. Donc c'est ça qui va nous permettre de passer d'une structure continue, ok, en fonction de grand X, grand Y, grand Z, discrétisation. C'est une hypothèse de discrétisation qui va nous permettre donc de transformer ce champ U, V et W, ces champs qui sont des champs continus, on va les transformer en un nombre discret d'inconnus, qui sont les inconnus, P et K, correspondant, on leur donne une signification physique évidemment, à des déplacements en certains points ou certains nœuds de la structure. Si on regarde maintenant les incréments delta, bien si on regarde les incréments delta, donc il faut dériver simplement le phi. On a la dérivée des fonctions composées. Donc si je donne des perturbations au petit pk, qu'est-ce que je vais avoir? Donc les perturbations que je donne au petit pk, je les note p alpha parce qu'il y a une sommation de nouveau qui apparaît ici. Les indices sont répétés, donc c'est un indice muet. On voit apparaître que le champ virtuel de déplacement delta U s'obtient à partir d'un jacobien qui est noté H ici, multiplié par les variations de delta P, qui sont donc les variations des différents paramètres qu'on va choisir. Ok, donc on peut, si vous voulez, donc se constituer des champs de déformation virtuels. On peut les constituer simplement en imposant des variations virtuelles de ces inconnus, qui sont ces inconnus discrètes, donc des valeurs des déplacements en chacun des nœuds. Et de nouveau, ces champs-là vont apparaître via ces fonctions-là qui vont permettre d'interpoler. Alors, l'objectif du problème, je vous l'ai dit, c'était de déterminer les déplacements de chacun des points de la structure. Et donc, compte tenu de la discrétisation, l'objectif du problème va consister à déterminer maintenant les pk. Objectif, calculer les pk. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour calculer les pk? Il suffit de les prendre maintenant et de les insérer. On va prendre les pk et les introduire dans l'expression de U. On va prendre l'expression de U et calculer les déformations qui vont avec. D'accord? Donc si U s'exprime maintenant comme une fonction phi de x, y, z et pk, on va calculer ces déformés-là. On va voir apparaître pareil pour le champ virtuel. Pour le champ virtuel, on a
delta U qui s'exprime comme H fois delta P. On va voir apparaître, donc c'est des dérivés. Tous les détails sont passés ici, mais on se rend bien compte qu'on va devoir donc dériver le H par rapport à un X, par rapport à X, Y et Z, donc par rapport à X, X, J, introduire ces expressions là-dedans, mais toujours est-il que le delta P étant une grandeur indépendante, le delta P, il va sortir, donc il sera à l'extérieur, on peut le mettre en évidence, et on va se retrouver avec quoi? On va se retrouver avec des termes qui sont qui correspondent à une version linéaire des équations. Et donc, on va obtenir des expressions de déformation par rapport au delta P qui sont connues, avec le même B qui est exactement la même définition que celle que connaissait la méthode des éléments finis. Mais en plus de ça, on a une matrice qui va dépendre des déformations existant déjà dans la structure. Ça va donner naissance à la matrice des déplacements, qu'on va voir apparaître bientôt. Les contraintes, on les calcule comment? Les contraintes, on part de la loi constitutive qu'on a éventuellement linéarisée via un tenseur similaire au tenseur de Hooke. Et donc, on va voir pour ds, on voit que les variations de contraintes, en faisant exactement le même raisonnement qu'avant, si on remplace le fait que dE, les variations donc de déformation, seront aussi égales à B0 plus 1 U fois un dP. Donc si on introduit ce dE là-bas, ben voilà à quoi on arrive ici. Alors qu'est-ce qu'on fait? On doit maintenant prendre le ds, l'introduire ici. Ouais, c'est peut-être pas spécialement encore poussé à ce stade-là. Ça va apparaître là-bas, ça va apparaître dans un instant. Donc on repart du principe des travaux virtuels en version incrémentale, qui est cette version-là. Donc je rappelle, elle a été linéarisée ici. On obtient un système d'équations là. Et donc c'est le système d'équations qu'on doit résoudre, dont les inconnus sont les dp. Ok, donc les inconnus sont les dp. Et ça va nous permettre de passer de la configuration qui est la configuration n à la configuration n plus 1. Etc., etc., et progressivement vers la configuration n plus 1 delta. D'accord? Donc les inconnus sont bien les incréments de déplacement, donc pour nous les dp. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que je m'apprêtais à dire. On va introduire pour le ds, on va introduire cette expression cette expression qu'on vient de calculer. Donc ds est égal à 2 fois b0 plus 1 fois dp. Ok, donc on peut écrire la même version en version transposée, bien sûr, parce que c'est plus facile à écrire comme ceci. C'est un scalaire, donc c'est ds transposé fois delta E. On retrouve bien le produit scalaire. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé donc, le ds par dp transposé b0a. Le delta E qui apparaît là-bas, lui, c'est l'autre. Le delta E qui apparaît, c'est B0 fois A0 delta P, okay, l'expression qui est ici. Bon, le tout a été transposé, évidemment, mais bon, ça revient exactement au même. On est d'accord, hein, que je mette le delta devant ici et le P derrière, ou vice-versa, ça revient exactement au même, hein, puisqu'on a un scalaire et qu'il est égal à son transposé, et que les matrices qui viennent entre les deux sont symétriques. Et donc quand on développe toute cette expression-là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un B0D B0. Ça, c'est la matrice K0, la matrice de Redor initiale. On va récupérer des termes qui sont proportionnels à U. On va récupérer des termes qui sont proportionnels à U fois U. Et donc on a deux matrices de Redor. On a une matrice de Redor des déplacements et une matrice de Redor des déplacements quadratiques. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a au second membre. Au second membre, qu'est-ce qu'on a? On a que delta P transposé fois la matrice, fois une matrice KS qui apparaît, fois dp. Alors pourquoi? Bien parce que on va faire la même chose. Donc on va remplacer ici le DSE. Non, pardon, c'est pas au second membre, c'est le
c'est le deuxième terme du membre de gauche. Excusez-moi, on va remplacer le DSE ici par B0 delta P. Ok, ceci c'est un delta. Ok, donc ça c'est le D delta epsilon. Et le delta epsilon, on a vu qu'il était égal à ceci. D'accord, donc par l'expression de la première page. C'est B0 plus A0 fois le delta P, ici. Et donc, si maintenant je veux regarder une variation, donc je dois appliquer une variation à delta SE, mais j'ai la variation de tout ceci. Ça va me donner simplement la variation de A, puisque B0 est une constante, la variation de A de U fois delta P, et ça va nous donner quoi? Un dp transposé fois g, par définition. Okay, donc ceci, c'est simplement une définition. On est simplement en train de dire qu'on va imposer des variations des p, donc des variations d, aux inconnus p qui rentrent dans la définition du u, et donc fatalement, ça va changer la matrice A, et donc fatalement, on aura une constante ici qui va apparaître. Alors si on réécrit de nouveau tout ça, le deuxième terme du membre de gauche dans le principe des travaux virtuels incrémental, il s'écrit sous la forme qui est cette forme-là, où on voit apparaître une matrice K, KS, bon, moi je l'appelle d'habitude K sigma, c'est la matrice de raideur des contraintes. Ce sont les raideurs qui sont proportionnelles aux contraintes, et celles qu'on a déjà discutées un petit peu avant. Ok, donc matrice des grands déplacements, des contraintes initiales. Si on regarde maintenant ce qu'on a au membre de droite, mais qu'est-ce qu'on va avoir au membre de droite? Je passe rapidement les détails, mais on va avoir le premier terme qui est un terme de chargement qui correspond au terme de chargement habituel, et on va avoir pour le deuxième terme, on va avoir un terme qui est de nouveau proportionnel aux sollicitations qui sont les sollicitations existantes. On le suspecte déjà, puisqu'il y a un FI qui apparaît à cet endroit-là. Et donc, si on écrit le principe des travaux virtuels en version incrémentale et qu'on regroupe tous ces termes ensemble, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître que delta P transposé, qui est donc cette variation virtuelle de ces inconnus du problème, vient multiplier une matrice avec une série de termes, matrice de K0 contrainte initiale, les matrices des déplacements, la matrice K sigma des contraintes. J'ai ramené au membre de gauche la matrice des charges de raideur qui vient des charges extérieures appliquées, je la ramène au membre de gauche, et il me reste simplement au membre de droite l'incrément de charge dp. Qu'est-ce qu'on dit ensuite? On dit ensuite que ceci est valable, quels que soient les incréments qui sont choisis. Donc c'est-à-dire que grosso modo, si vous voulez, si je mettais tout au membre de gauche, j'aurais delta P transposé multiplié par une maxi matrice de raideur fois dp, un vecteur, moins dp, ok, égale 0, puisque c'est valable quel que soit le choix du champ virtuel delta P choisi, et bien nécessairement il faut que k dp soit égal à dp. Et donc k, qu'on appelle ici kt, la matrice de tangente, kt, la matrice de raideur tangente, fois dp soit égale à dp. Et donc on retrouve en fait exactement la même chose que ce qu'on connaît en statique, élastique linéaire, pardon. La seule différence, c'est qu'en élastique linéaire, la seule raideur qui existe, c'est une raideur qui vient du matériau lui-même. Donc c'est le fameux EI dont j'ai parlé tout à l'heure dans l'exemple en bas de page, qui était cet exemple-là, le K0 qui est là-bas. La différence maintenant, c'est quoi? C'est que du fait que la structure soit déjà dans une configuration déformée, il y a une certaine raideur qui va apparaître. Le fait que la structure soit une structure avec un état de contrainte fait en sorte qu'il y a une raideur supplémentaire qui va apparaître. Elle peut être positive ou négative, bien sûr. Vous savez, quand vous comprimez une colonne, elle aura tendance à flamber. Et quand elle flambe, c'est tout simplement parce que le KS est négatif et qu'on est en train de multiplier les charges extérieures qui vont être responsables de cet état de contrainte dans la structure.
et fait en sorte que le déterminant de cette matrice-là peut être, à un moment donné, peut être nul. Si Ks est une matrice qui est définie négative, eh bien on se rend compte que ça arrive pour un lambda qui est positif. Ok, alors voilà un petit peu tout ce que ceci veut raconter. Bon, je regarde le chrono, je pense que j'ai déjà parlé pas mal pour aujourd'hui. Je me doute que si vous faites des pauses, tout ça va prendre un petit peu de temps. Et donc, ce que je propose peut-être de faire, c'est de laisser la suite pour la semaine prochaine. Je pense qu'on a déjà fait du bon boulot. La suite vise à expliquer un petit peu d'où vient le terme de raideur dû au chargement. Et la conclusion en fait de toute l'histoire est que on a trois formulations qui sont trois formulations différentes. Je reviendrai là-dessus donc la semaine prochaine, qui sont trois formulations différentes des équations d'équilibre, qui sont celles que l'on va devoir résoudre et qui vont nous permettre de passer d'une configuration donc courante à une configuration suivante et de manière itérative vers une nouvelle configuration qui est une configuration d'équilibre. Voilà, je souffre un tout petit peu aussi de la batterie sur ma vidéo. Donc vous l'aurez compris, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je vais poster cette vidéo, je vous laisse la bosser un petit peu. J'espère que tous les détails seront bien compris. Et alors on repart à partir de là, donc la semaine prochaine. Voilà. Allez, bon visionnement, bon boulot et à très bientôt.